Je reçois donc le directeur réponse besoins sociétaires et innovation de Massif. Vous êtes donc à la Massif depuis 2003 avec un bref passage, enfin quelques années en cabinet de conseil au milieu. Vous êtes le référent innovation de la Massif. Alors pareil, avant de parler de points plus précis, je voulais juste que vous puissiez nous redonner quelques chiffres clés sur l'entreprise, s'il vous plaît. Alors, la Massif, juste, elle s'est faite sur l'automobile, en fait. C'est-à-dire qu'elle est née dans les années 60 et elle s'est construite autour d'un sujet qui est aujourd'hui assez... voilà, il y a des pour, il y a des contre. Enfin, en tout cas, il y a un sujet sur la mobilité. Et donc, l'automobile, ça a été ce qui a poussé la Massif à devenir l'une des premières mutuelles en France, l'un des premiers acteurs. Et donc, au fur et à mesure de notre histoire, en fait, on s'est développé sur d'autres sujets. Aujourd'hui, on couvre l'intégralité du champ de l'assurance, pas que, hein, on est aussi dans tout un tas d'autres domaines, mais c'est clair que l'IARD, chez nous, ça représente une part importante. Alors, juste pour quelques chiffres, hein, donc, la Massif, c'est 5, quasiment 8 millions de sociétaires. C'est 6,25 millions de véhicules assurés. Donc, voilà, c'est des sujets sur lesquels on est. Et évidemment, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'automobile, bon ou mauvais, hein, donc ZFE, électrification du parc, etc., ben, on regarde ça d'extrêmement près puisqu'on sait que ça va nous impacter d'une manière ou d'une autre. Alors pareil, en préparant cet échange et en échangeant, donc en discutant autour du thème de la prévention, vous vouliez parler des nouveaux modes de prévention. Parce que vous considérez que la Ouais. prévention est déjà bien acquise dans le monde de l'assurance. Donc quels sont ces nouveaux modes de prévention auxquels vous pensiez? En fait, surtout, je veux revenir sur un point, c'est finalement expliquer à tout un tas de gens qui vivent dedans, vous, hein, donc ce que c'est que l'assurance, en fait. C'est un métier qui est un métier de chien quand même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on vend un produit qui est une promesse future sur un risque que personne n'a vécu avant. Donc, grosso modo, mettre un prix sur un truc que vous n'avez jamais vécu, déjà, c'est un problème. Et en plus, pour matérialiser cette promesse, on est sur le mode de l'écrit, c'est-à-dire avec des conditions générales, etc. C'est-à-dire tout ce qui peut conduire à un quiproquo avec le client. D'accord. C'est-à-dire il ne comprend pas ce qu'on lui vend, c'est dans un langage qui est quand même très, très difficile C'est à... souvent aussi quelque chose de désagréable. Ouais, c'est pour un truc qu'on aimerait tous pas vivre, hein. C'est un petit peu, voilà, on est comme le parachute en fait, hein. On sait qu'il en faut un, mais on espère que le jour où on va tirer sur la poignée, ça va s'ouvrir. Bon, et donc en fait, la difficulté qu'on a et qui crée par exemple toutes ces problématiques qu'on a sur expliquer ce qu'on a, hein. Le fait que les gens, en fait, en tant que professionnel, parce qu'on connaît ces risques, on construit nos contrats en mettant des garanties. C'est pas par hasard, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste parce qu'on sait que là il y a un risque que peut-être ils ont pas voulu prendre. S'il y a de la RC obligatoire et on en arrive à ce que vous dites, c'est-à-dire cette impression d'obligation, d'accord, c'est parce qu'on sait bien que se protéger en RC quand même, c'est super important. Donc finalement, on est sur tout un tas de quiproquos avec les clients qui font que on n'est pas aimé, hein, faut le reconnaître de façon très claire, parce qu'on ne comprend pas comment on fonctionne, parce qu'on ne voit pas le risque, et donc les gens disent on paye trop cher, ça rembourse mal, on ne sait pas contre quoi on est garanti, etc. Et donc arrive l'aspect prévention, mais c'est secondaire par rapport en fait à un certain nombre de choses qui sont des messages qu'on n'arrive pas à faire passer ou à rendre tangibles. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a aujourd'hui tout un tas de moyens digitaux qui peuvent nous aider dans ce chemin de la compréhension, d'accord, et qui vont évidemment absorber la prévention, mais pas que. C'est-à-dire que si, via, par exemple, l'IA générative, on arrive à faire comprendre via des prompts oraux, d'accord, par exemple, que quelqu'un dise simplement « est-ce que je suis couvert pour ça ?» d'accord, et que très simplement, sur son téléphone, on dise « oui », d'accord, ou qu'on lui dise « oui, mais fais gaffe, il faut que tu fasses attention à ça ». D'accord. Ou que oui, mais on te conseille quand même de faire ça. Ça veut dire que globalement, on revient sur quelque chose qui est encore devenu la norme en fait pour les clients et les consommateurs. C'est-à-dire qu'on rend compréhensible, palpable, quelque chose qu'ils ne voient pas. Et de la même manière, si on arrive à bien utiliser le virtuel, la prospective, tout un tas de choses aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut potentiellement faire vivre à des gens l'expérience d'une catastrophe qu'ils ne vivront pas. Et donc, du coup, on arrive à valoriser ce qu'on a du mal à valoriser, c'est-à-dire notre promesse. C'est-à-dire, oui, votre maison va prendre feu. Comment vous vous protégez? Est-ce que vous avez veillé à ça? Et si ça prend feu, voilà comment, en fait, globalement, on va intervenir. Et voilà ce qui peut, par exemple, causer cet incendie ou ce qui peut vous arriver. Donc, c'est vraiment des moyens qu'on doit mettre à notre disposition, d'accord, pour encore une fois essayer de sortir de cette ambiguïté, de cette mauvaise compréhension avec le consommateur qui nous pénalise tous les jours, hein. C'est-à-dire que finalement, on apparaît comme ceux qui ne veulent pas être transparents, alors que je pense que tous les assureurs qui sont là savent très bien qu'on veut être transparent. Le fameux
le fameux petit reproche des petites lignes, d'accord, qui est traité, tout le monde le sait, par le Code des assurances, qui dit non, ça ne doit pas exister les petites lignes. Hein. Les exclusions sont avec les mêmes polices que les... Ça, c'est écrit dans le Code des assurances. Pourtant, on continue, y compris des professionnels, à parler des petites lignes. On a parlé santé juste avant, je voudrais qu'on parle de mobilité maintenant. Vous avez lancé un dispositif qui s'appelle Massive Driver, justement, qui s'adresse aux jeunes conducteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et peut-être en dresser un premier bilan? Oui, alors Massive Driver, c'est ce qu'on connaît depuis un certain temps, c'est de la télématique. D'accord ? Donc c'est finalement un dispositif qui est embarqué, qui est en lien avec le smartphone de l'utilisateur et donc qui permet, encore une fois, de faire tout un tas de choses. Bon. Comme tout le monde, on a été confronté à comment est-ce qu'on convainc de mettre ça dans le véhicule. Bon, la première chose, c'est qu'on s'est dit on va travailler sur le service, qu'est-ce qu'on va pouvoir amener. C'est-à-dire que finalement, les jeunes conducteurs ne considèrent pas ça comme une contrainte ou quelque chose qui va les surveiller, mais finalement quelque chose qui soit plutôt assez sympathique pour leur amener des choses. Et derrière ce Massive Driver, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a certainement pas vous êtes un bon conducteur, vous allez payer moins cher, vous êtes un mauvais conducteur, vous allez payer plus cher. Ça n'intéresse pas du tout la Massif. D'accord ? On pense même que c'est une aberration technique. Nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes conducteurs ils restent en vie. D'accord ? C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'ils payent 200 € de moins ou 200 € de plus, c'est qu'on évite les 12 millions parce qu'ils vont avoir renversé une famille sur un passage clouté. Bon. Et donc pour ça, en fait, on utilise ça comme un guide, d'accord ? Où on fait passer un certain nombre de messages. Et on sait très bien que les messages n'y passent pas en une fois. On sait très bien que, par exemple, il va falloir dire assez souvent à un jeune conducteur, tu prends tes virages trop vite. C'est-à-dire qu'à un moment, à sortie de virage, tu vas te retrouver sur l'autre voie. Et dans 99% des cas, il n'y aura personne. Le jour où il y aura une voiture en face, t'es mort. On va aussi leur dire, par exemple, avec ça, on va leur dire, à chaque fois qu'il y a une intersection, tu ne freines pas, tu ne lèves pas le pied. Parce qu'on a tous l'image du jeune conducteur foufou qui sort de boîte de nuit le samedi et qui se tue avec ses potes derrière. Bon, c'est vrai, ça existe, malheureusement. Mais souvent, la sinistralité des jeunes, elle est liée au fait qu'ils viennent de sortir d'un cours de conduite. On leur a dit, quand tu es sur une voie prioritaire, les autres doivent s'arrêter. Ils ont cette règle en tête. Ils sont sur une voie prioritaire. Il y a quelqu'un qui est arrêté au stop d'une voie secondaire. Le jeune conducteur, en fait, pour lui, tout va bien. D'accord ? Mais qu'est-ce que vous faites tous quand vous n'êtes pas un jeune conducteur et que vous êtes dans cette situation? Vous allez regarder si le conducteur en face, il vous a regardé ou il a croisé votre visage. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'il vous a vu. D'accord ? C'est un truc qu'on fait réflexe parce qu'une ou deux fois, on a dû se faire surprendre de quelqu'un qui était arrêté et qui va repartir. Le jeune conducteur, comment il raisonne? Il se dit, c'est moi, et de toute façon, s'il repart, s'il me rentre dedans, il est en tort. Mais oui, mais s'il est mort, quel intérêt? D'accord? Bon. Et donc, en fait, ce qu'on a besoin de faire comprendre aux jeunes conducteurs via ça, c'est que finalement, tous ces conseils, il les prend pas, mais à un moment, il sait. Et la télématique, elle change la donne là-dessus, c'est qu'elle dit, à partir de maintenant, et on n'est pas du tout dans une relation, je te donne des leçons, je te fais... C'est la prévention, elle s'installe en disant, nous, on te dit ça. Après, tu en fais ce que tu veux, hein, tu es responsable, tu es jeune, tu es majeur, etc. Mais globalement, on te dit ça. Et au bout d'un moment, ça rentre. Il y avait un dernier truc, qui est le petit bouton que vous avez à côté. En fait, ça, c'est une nouveauté qu'on a introduite l'année dernière, parce qu'en fait, malgré tout, on sentait qu'il manquait quelque chose. On sentait que cette application, elle était utile, etc. Mais on se disait, tiens, il nous manque encore des choses pour vraiment intéresser. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les jeunes, quand ils étaient en voiture, le premier truc, ils l'avouent à personne, d'accord, surtout pas à leur entourage, etc., c'est qu'ils ont la trouille. Et en fait, ceux qui nous l'ont dit, c'est les alternants qu'on a chez nous, qui nous ont dit, c'est super bien, mais moi, le truc que j'aurais voulu, c'est avoir un bouton, d'accord, qui dit, hey, aidez-moi, d'accord, aidez-moi. Bon. Et ben, ce bouton, on l'a introduit, donc il est lié au téléphone. Il y a tout un tas de choses qui sont préenregistrées dedans. Il fait surtout un appel automatique en cas de choc, c'est-à-dire qu'il y a une détection de jet là-dedans, en plus du téléphone, qui permet, encore une fois, qu'en cas de problème, ça détecte et ça appelle donc chez nous l'assisteur qui va pouvoir déclencher un appel d'urgence. On a déjà sauvé 5 jeunes conducteurs, d'accord, qui, encore une fois, sinon seraient restés dans un fossé, seraient peut-être morts, etc. On ne s'en vante pas. Mais ça veut dire que ces 5-là qu'on a sauvés, il y en a un certain nombre, et là on commence à rentrer dans les choses un peu cyniques, vous m'excuserez, mais beaucoup savent combien ça coûte un mort pour un assureur, d'accord? Ça veut dire que ce dispositif-là, il est financé pour 5 ou 10 ans, d'accord? Juste sur ces vies qu'on a sauvées.
C'est pas évident parce que c'est un investissement au départ. Et on ne sait jamais la vie qu'on a sauvée, sauf quand on nous le dit. Mais ce qui est super important, c'est qu'avec ça, on a bouclé la boucle. Hein. Ce qu'on disait, c'est on évite l'accident, on fait en sorte de donner des bons conseils d'amélioration, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la photo de vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon, c'est globalement, est-ce que vous vous améliorez. Donc on amène ça, et au cas du pire, hein, ce qui peut arriver, ben, on est là aussi. Donc, grosso modo, on a beaucoup investi là-dessus. Encore une fois, c'est absolument pas pour faire vous êtes un bon conducteur moins cher, vous êtes un mauvais conducteur plus cher. On s'en fout. Une dernière question sur l'intelligence artificielle. Vous avez commencé à en parler un petit peu. Comment est-ce que vous la voyez s'inscrire au service de l'assurance? Alors, en fait, moi, je dis souvent, et voilà, c'est mon idée, c'est en fait, on ne réalise pas dans l'assurance qu'on est une industrie lourde, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tous nos métiers sont des métiers extrêmement processés, avec des experts qui sont à tel ou tel endroit. Et on est confronté finalement à pas mal de choses, de changements réglementaires, voilà. Et surtout, des besoins des consommateurs qui sont des besoins qui nous touchent par différents canaux, à différents endroits, etc. Ce qui fait que notre métier, qui était, il y a quelques temps, soit on venait nous voir dans nos agences, soit on nous appelait, enfin grosso modo, il y avait un nombre de points d'entrée assez limité. Et puis derrière, du coup, on savait pister en fait par où les gens rentraient et les orienter vers les bonnes compétences. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes ces compétences, on en a encore besoin, voire même des compétences supplémentaires dans certains domaines, mais les gens peuvent rentrer, nos consommateurs, nos assurés peuvent rentrer de partout, et avec des demandes qui sont je veux une attestation, je veux déclarer un sinistre, j'en ai marre de la massif, je veux me barrer. Bon. Donc finalement, tout ça, il faut que ça soit traité par les bons spécialistes avec le bon niveau en plus de réponses, etc. Mais on passe notre temps à régler des aiguillages, à prendre des volumes énormes de mails, d'appels téléphoniques, etc., qu'il faut rerouter. Là, de façon très très claire, l'intelligence artificielle peut nous aider à opérer beaucoup mieux un service qu'on savait maîtriser il y a quelque temps, qu'on maîtrise quand même beaucoup moins bien depuis qu'on a tous ces points d'entrée qui doivent aller ailleurs. Avant l'intelligence artificielle, on n'avait pas d'autre choix que de mettre des gens, d'accord, dont la valeur ajoutée était extrêmement faible parce qu'ils servaient à régler les aiguillages, d'accord, à orienter les trucs vers tel ou tel machin, etc. Et là où ça devient vraiment très problématique, c'est qu'on est aussi une industrie de choc. C'est-à-dire que quand on se prend une inondation dans le Nord, ça met tout par terre, y compris la belle organisation huilée qu'on avait. Donc l'avantage qu'on a, c'est que demain, on peut s'appuyer encore une fois, par exemple, sur toutes ces nouvelles technologies, en particulier l'IA, pour mieux orienter et surtout prendre en charge en fait, toute la partie sans valeur ajoutée en fait, de notre activité pour que réellement le plus vite possible les clients soient renseignés. Et si on peut, il ne s'agit pas de... il y a quelque chose qui est très important dans l'assurance, qui est la confiance. Il ne s'agit pas de l'enlever au profit d'une intelligence artificielle. Mais par exemple, si on peut faire en sorte que ceux que ça ne dérange pas, parce qu'ils vont avoir quelque chose pour lequel un dégât de pare-choc, une tuile qui est tombée, qui soit déjà traité, je dirais, de façon automatique, ben ça, c'est autant de moins qui sera dans le flux à traiter, par contre, pour des gens qui sont dans des situations beaucoup plus graves. Donc réellement, l'IA, c'est comme le nucléaire, c'est ni bon ni mauvais. C'est un peu dangereux, il faut y faire attention, mais globalement, si on sait bien le maîtriser, d'accord, qu'on maîtrise aujourd'hui les lampes qu'on a là, il y a du nucléaire derrière, si on arrive bien à faire ça, ben, en fait, on a l'intérêt en fait, de cette technologie et pas ses désagréments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Hein. Je suis d'accord sur la santé, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut faire très très attention. Et nous, on a intérêt à faire très très attention, notamment via les biais sur lesquels, qui peuvent être introduits dans l'intelligence artificielle, qui peuvent quand même créer des catastrophes. Oui, parce que vous parliez de confiance, mais justement la confiance que peut avoir un assuré dans une IA et lui faire lire son contrat en lui disant montre-moi ou alerte-moi sur les points problématiques. Est-ce que justement c'est digne de confiance ou pas? Le symptôme checker qui va dire oui, vous avez telle maladie ou non. Enfin... Je pense que ce qui sera important à l'avenir, c'est ma conviction qui ne peut ne pas être partagée du tout, c'est dire qu'il faudra de toute façon qu'on soit clair sur si je mets une IA en face des gens, il faut qu'ils le sachent. Et il faut qu'ils aient éventuellement le moyen de dire je ne veux pas discuter avec vous, je veux discuter avec une vraie personne. Après, dans un certain nombre de cas d'activité, je pense que les gens, finalement, ce qu'ils privilégient, c'est la rapidité de la réponse et l'efficacité. Je veux une attestation pour celui qui me loge, d'accord ? Vous n'avez pas besoin de discuter avec quelqu'un, d'accord ? Vous n'avez pas une question de confiance. Tant que vous n'êtes pas engagé dans un contrat, d'accord ? Je voudrais savoir si la Massif protège contre ça. Oui, non, ça va, d'accord ?
Dès l'instant où on va rentrer dans est-ce que je suis bien protégé là-dessus, alors oui, peut-être que vous allez réclamer en discuter avec quelqu'un. Souvent, on dit, hein, il y a des choses assez fausses, on dit les personnes seniors ne sont pas du tout digitales. Non, c'est que l'ergonomie du digital a été faite pour des digital natives, donc ça veut dire qu'ils n'y comprennent rien, si on se met à leur portée, ça marche. Et inversement, on dit les jeunes sont digitaux. Non. Nous, dans nos agences, qui on voit aujourd'hui revenir après la crise du Covid, avant tout des jeunes parce qu'ils ont besoin d'être conseillés. Parce que eux, un contrat retraite, à quel moment on le prend, qu'est-ce qu'on va mettre, bon, ils ne savent pas. Et donc, les aider là-dedans, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, vous voyez, oui, vous avez raison. Il y a certains moments où ça sera très gênant, il ne faut pas l'imposer, surtout aux gens, de discuter avec l'IA ou d'être en contact avec l'IA. Mais on n'a pas tous, en fait, le même endroit où on veut de la confiance. Merci beaucoup, Yann Arnaud.